Cette diminution du taux d'hémoglobine est la conséquence de la destruction exagérée des hématies en périphérique. Cette destruction se fait suite à une agression extérieure, que ce soit d'origine immunologique ou pas, des hématies au niveau tissulaire ou au niveau intravasculaire. Voilà. Donc, en fonction de l'origine immunologique ou pas de cette agression, ce groupe d'anémie hémolytique acquise est classé en deux ou divisé en deux classes. On a les anémies hémolytiques non immunologiques qui sont d'origine soit infectieuse, toxique ou mécanique, voire corpusculaire. Et on a les anémies hémolytiques immunologiques. Ce sont des anémies dues à l'agression ou dû à la formation d'un complexe immunologique anticorps, antigènes érythrocytaires. Donc, on aura la formation des anticorps dirigés contre les antigènes exprimés sur la membrane érythrocytaire. Et la formation de ce complexe peut entraîner soit l'activation du complexe d'attaque membranaire et du complément, voilà, et la destruction au niveau vasculaire de ces hématies, soit à une sensibilisation de ces hématies par ces anticorps et ensuite être phagocytés par les macrophages au niveau tissulaire. Donc ce groupe, le dernier groupe qui est dû à la présence et à la production des anticorps dirigés contre les antigènes provenant d'un autre individu du même espèce, là on parle des allo-anticorps, ou des anticorps dirigés contre les antigènes du soi, et là on parle des auto-anticorps, soit des anticorps dirigés contre un médicament, c'est les immunoallergiques. Donc le médicament qui est fixé, ce complexe anticorps, anti-médicaments et médicaments, va se fixer sur les antigènes érythrocytaires et donc éliminer ce dernier par le système phagocyte mononucléique. Donc cette partie, elle sera traitée en deuxième ou troisième EMD. Donc, c'est la partie immunohématologie. Maintenant, on va traiter que les anémies hémolytiques acquises d'origine non immunologique. C'est clair? C'est bon? On passera à la physiopathologie. Donc, la physiopathologie des anémies hémolytiques acquises, c'est presque le même mécanisme, sauf que concernant les anémies hémolytiques par anomalie d'hémoglobine ou enzymatique ou membranaire, la cause, c'est soit un déficit en enzyme, soit problème quantitatif de l'hémoglobine ou qualitatif de production d'hémoglobine. Là, il y a une agression extérieure des hématies. Donc, on a une agression périphérique des globules rouges. Cette agression va entraîner, donc, en fonction de type de l'anomalie, on aura soit l'hémolyse au niveau intravasculaire, soit une destruction au niveau tissulaire, donc au niveau hépatique et splénique. Donc, au niveau intravasculaire, c'est simple, toujours revenant au cours de l'hémolyse, de l'hyperhémolyse ou l'hémolyse pathologique. Donc, l'agression des hématies au niveau vasculaire va entraîner la destruction de cette dernière et la libération de l'hémoglobine qui va être transportée par l'aptoglobine vers donc les macrophages. On aura donc la dégradation de l'hème, l'ouverture du cycle, la formation de la bilirubine totale qui vont être ensuite liées à l'albumine et transportées vers les cellules, les hépatocytes, donc les cellules hépatiques, où on aura donc la conjugaison de cette molécule qui devient soluble et elle sera éliminée après sous forme de stercobilinogène ou hérobilinogène. Mais en fonction, ça dans le cas de l'hémolyse physiologique. Mais en cas de l'hyperhémolyse, on aura une quantité très élevée de l'hémoglobine libérée au niveau de la circulation sanguine. Cette quantité, elle peut être restée au niveau du plasma pour donner la couleur rouge du plasma. Donc, on aura de l'hémoglobine libre au niveau du plasma, ce qu'on appelle l'hémoglobinémie, pardon.
et la capacité de l'aptoglobine va être saturée, on aura plus de l'hémoglobine que la quantité de l'aptoglobine présente, et dans ce cas-là, on aura chute de l'aptoglobine. L'hémoglobine libre, il va être aussi éliminée sous forme de dimère par le système, voilà, par les reins, et on aura la couleur rouge des urines qui est spécifique de l'hémolyse intravasculaire, ce qu'on appelle l'hémoglobinurie. Et cette destruction des hématocytes, la libération de bilirubine, va donner l'ictère et la couleur jaunâtre du tissu conjonctival chez les patients qui souffrent de l'hyperhémolyse, de l'hémolyse aiguë au niveau où le siège de la destruction est situé au niveau vasculaire. Donc, cette diminution de l'hémoglobine, cette diminution des globules rouges va stimuler donc la production de l'érythropoïétine, et ce dernier qui va donc qui va stimuler donc la moelle osseuse et les cellules, les progéniteurs de la lignée érythroïde, à produire et à fabriquer plus des hématocytes et libérer plus de réticulocytes, parce qu'on a parlé dans le cours de l'hémolyse pathologique que tout ce qui hémolyse signifie la libération des réticulocytes, et donc l'anémie, elle est régénérative avec un taux de réticulocytes qui est supérieur à 120 giga par litre. Lorsque l'hémolyse se fait au niveau tissulaire, là, c'est presque les mêmes cas que l'hémoglobinopathie, enzymopathie. Donc, on aura la phagocytose des hématocytes au niveau par les macrophages tissulaires, la dégradation de ce dernier, et donc on aura la libération de l'hème, l'ouverture du cycle, la formation de bilirubine, ensuite la conjugaison et le cycle entérohépatique et la formation du stercobilinogène et l'urobilinogène. Donc on va passer rapidement parce que ces deux parties ont été déjà traitées en détail dans le cours de l'hyperhémolyse. Maintenant, on va parler du diagnostic, parce que le diagnostic, c'est typique de l'anémie hémolytique. Parce que là, le médecin, il va généralement, devant anémie hémolytique, il y a toujours une expression clinique. Donc, le patient, il souffre de l'anémie, donc il va passer, c'est-à-dire il va aller voir le médecin pour une consultation. Donc, la circonstance de découverte, généralement, c'est les signes cliniques. Donc, c'est en fonction de type d'anémie. Donc, s'il s'agit d'anémie chronique, là, on aura le triade hémolytique. Quel est le triade hémolytique? C'est déjà traité normalement dans les cours précédents. Il faut les apprendre, c'est-à-dire il faut l'avoir comme un réflexe. C'est-à-dire, si on parle de l'anémie hémolytique, vous allez directement penser au triade hémolytique. Donc, quel est ce triade? Donc, Mohamed Yassine, je ne sais pas la suite. Je vais voir. Est-ce que vous pouvez me répondre quel est ce triade hémolytique qui va directement nous orienter vers hémolyse, vers la notion de la destruction des hématocytes? Oui. Hop. Ictère, anémie, splénomégalie. Très bien. Donc voilà, vous avez trouvé la bonne réponse. Donc, l'ictère hémolytique, c'est les signes d'anémie, donc pâleur, lasthénie, dyspnée d'effort, l'ictère et la splénomégalie. Lorsqu'on trouve ces trois, donc il s'agit de l'hémolyse, et donc je dois chercher une étiologie dans les cours d'anémie hémolytique, que ce soit constitutionnelle ou acquise. D'accord? Il ne faut pas oublier qu'il existe d'autres signes qui sont liés à l'hémolyse aiguë, où on a une urgence, c'est-à-dire c'est vraiment brutal. Donc, ces signes, c'est suite à la destruction des hématocytes au niveau vasculaire. On aura donc malaise, des douleurs lombaires, abdominales,
fièvre, frisson, vomissement, pâleur brutale, tachycardie, état de choc, des urines rouges voire noires, plus oligo-anurée, donc suite à l'insuffisance rénale par la libération, parce que les reins ils vont libérer les hémoglobines et à un certain temps, ils vont plus la capacité de le faire et donc on aura l'installation de l'insuffisance rénale aiguë, plus l'ictère secondaire. Là, c'est en fonction généralement du siège de l'hémolyse. Donc, après avoir être consulté au médecin suite à la première panoplie ou les premiers signes cliniques où on aura suite à l'apparition de l'hémolyse aiguë, qu'est-ce que vous allez faire ensuite si vous êtes des médecins? Donc, vous avez les signes d'hémolyse. Il y a plusieurs étiologies. Il y a des étiologies constitutionnelles, anomalie de l'hémoglobine, anomalie enzymatique, anomalie de la membrane. Il y a tout ce qui est périphérique. Où je dois chercher parce qu'il y a du temps, je dois faire rapidement. Donc, qu'est-ce que je dois faire comme deuxième étape afin de me situer dans quelle route je vais prendre? Est-ce que je vais prendre tout ce qui est constitutionnel ou tout ce qui est acquise? Est-ce que vous avez la réponse pour cette question? Znesné, pas de réponse? Znesné ou Bessaïd, Belabès et Barley, ce sont les étudiantes qui participent depuis le début du cours. Donc, j'aimerais bien voir votre démarche. Qu'est-ce que, si vous étiez à la place du médecin, qu'est-ce que vous allez faire suite à cette consultation? Vous pouvez répéter la question, s'il vous plaît. L'interrogatoire, très bien. Donc, c'est l'interrogatoire qui permettra d'orienter le médecin vers vers quelle étiologie il va penser et quels sont les examens à demander. Donc, l'interrogatoire, il est très important. Mais qu'est-ce que je dois poser comme question au patient pour savoir quelle est l'étiologie la plus probable? Est-ce qu'il s'agit d'un truc constitutionnel ou d'une agression extérieure des hématies? Très bien. Les antécédents au sein de la famille. Pourquoi on doit demander est-ce qu'il y a des cas similaires au sein de la famille? Est-ce que vous avez déjà présenté ces anémies, ce même tableau auparavant? À partir de quel âge vous avez exprimé ces signes? Donc, ces questions sont très importantes pour savoir est-ce qu'il s'agit d'un truc congénital, c'est-à-dire généralement tout ce qui est constitutionnel, l'expression, elle est précoce, et aussi il existe des cas similaires au sein de la famille. Donc, tout ce qui est enquête familiale, tout ce qui est antécédent personnel, antécédent familial, ça nous aidera à savoir et à trancher entre tout ce qui est constitutionnel et tout ce qui est acquis. Donc, la première question à demander, quand est-ce que vous avez exprimé ces signes auparavant? Est-ce qu'il y a des cas similaires au sein de la famille? Et là, en fonction de la réponse, on peut savoir s'il s'agit d'une anomalie constitutionnelle ou acquise. Très bien. Donc, la deuxième question à poser pour savoir s'il s'agit d'une agression, parce que agression extérieure, elle peut être due soit à des parasites, soit à des bactéries, soit à des médicaments, soit à des toxiques, soit à un truc mécanique. Et comment je vais poser des questions pour savoir? C'est pas des questions, mais on peut dire ce sont d'autres signes révélateurs et que peuvent nous orienter vers une infection. Parce que si on parle d'une infection parasitaire, donc tout ce qui est parasito, donc les signes cliniques liés à la pathologie, liés à l'infectieux, tout ce qui est, voilà,
j'aurai une vitesse de voilà, CRP positive, d'autres examens biologiques que je vais demander après. Mais il y aura aussi des signes cliniques en faveur d'une infection. Donc, il faut demander, il faut voir aussi d'autres signes. Il faut voir s'il y a séjour en zone implantée pour savoir est-ce qu'il y a probablement du paludisme qui est responsable de cette destruction précoce des hématies. Notion de prise médicamenteuse. Est-ce que tu prends des médicaments? Quel type de médicaments, etc. Des toxiques par rapport au lieu de travail. Est-ce qu'il est en contact avec du plomb, l'arsenic, etc. Tout ce qui est un truc toxique. Fève, l'ingestion, c'est-à-dire si le cas, il vient dans la période du printemps, donc tout ce qui est fève, etc. Là, je dois demander s'il y a notion d'ingestion du fève, surtout s'il s'agit d'un sujet de sexe masculin, parce que la pathologie, elle est liée à l'X, donc le déficit en GSPD. Ça, c'est pour écarter tout ce qui est anomalie enzymatique. Virose récente, pour voir s'il y a une infection qui est responsable de la destruction. Anomalie cardiaque et rénale, pour voir s'il y a une modification des globules rouges ou la destruction mécanique des hématies. Une transfusion récente. Pourquoi la transfusion? Ça rentre dans le cadre des anémies hémolytiques d'origine immunologique que vous n'aurez pas des questions sur cette partie parce que c'est une partie qui est aussi très longue et on va les traiter dans la partie immunohématologie, mais pour que vous soyez, c'est-à-dire dans le bain, c'est-à-dire que vous aurez plus d'informations sur cette partie. La transfusion, ça veut dire qu'on va administrer des hématies provenant d'un autre individu du même espèce, c'est-à-dire d'un sujet A à un sujet B. Et si le sujet A, donc, qui est le donneur, qui va donner les hématies à un sujet B, qui possède des antigènes qui ne sont pas exprimés chez le sujet B, donc le sujet B, il va développer des anticorps qui vont attaquer ces hématies parce que c'est un corps étranger par rapport à son système immunitaire et donc il va directement l'attaquer pour l'éliminer de son circulation. Pour lui, c'est pas compatible et donc c'est un truc qui n'est pas, voilà, c'est alarmant, donc je dois le détruire. Il ne fait pas partie de l'organisme et n'est pas reconnu par le système immunitaire du sujet. Ça, c'est pour avoir une idée concernant la transfusion récente. Deuxièmement, donc j'ai mis la plaque pour que vous serez, voilà, pour savoir plus, pour bien répondre à ma question. Donc, une fois que voilà, le médecin il est là, il a fait la consultation, il a trouvé le triade hémolytique ou tout ce qui est hémolyse aiguë par exemple, il a posé des questions et il va penser qu'il s'agit vraiment d'une anémie hémolytique. Donc, quels sont les bilans à demander pour confirmer son hypothèse? Donc, il est là, il va penser, ah, probablement c'est de l'hémolyse, mais qu'est-ce que je dois demander comme examen pour confirmer mon hypothèse et si c'est oui, donc quels sont les autres examens à demander pour savoir l'étiologie de cette anémie hémolytique? Donc, c'est à vous de me répondre quels sont ces examens à demander. C'est plus facile. Hein? Oui, FNS. Très bien. Donc, pourquoi on demande FNS, taux de réti frottis de sang périphérique? Parce qu'on est dans le cadre de l'anémie hémolytique. Toujours, il faut se référer du titre anémie hémolytique. Dans ce cas-là, anémie, comment je peux savoir est-ce que j'ai une anémie ou pas? C'est la numération formule sanguine qui va donner plus de renseignements sur la lignée érythrocytaire. Donc, NFS va donner donc des renseignements sur le nombre de globules rouges, sur le taux d'hémoglobine, sur le VGM, le CCMH et le TCMH. Donc, et l'hématocrète, bien sûr. Et avec ces éléments, je peux interpréter et je peux savoir si le sujet présente une anémie. Donc, NFS, elle est très importante. Donc, la numération formule sanguine est le premier examen à demander.
Donc, dans ce cadre, dans le cas de l'anémie hémolytique, l'anémie, elle est normochrome, normocitaire, voire macrocytaire. Pourquoi une macrocytose? Pourquoi on a une augmentation du VGF? À votre avis? Parce que vous avez déjà fait le cours de l'anémie macrocytaire. Donc, pourquoi, dans le cadre de l'anémie hémolytique, on a une augmentation du VGM? Pas de réponse? Je pensais que ça sera plus facile cette question parce que c'est déjà traité. Donc la macrocytose, j'ai parlé aussi dans le cours de l'hyperhémolyse que il y a une réponse. Non, parce qu'il y a régénération, accélération de l'érythropoïète. Très bien. Il y a une régénération, mais l'augmentation du VGM est due à la présence de réticulocytes. Réticulocytes, c'est l'étape avant de passer à l'hématie. Et donc, la différence entre globules rouges et réticulocytes, c'est le VGM plus la présence de filaments d'arrêt. Donc, le VGM, volume globulaire moyen des réticulocytes, sont plus élevés que les hématies et ça explique la macrocytose en cas d'anémie hémolytique. Hyperleucocytose, quelqu'un peut avoir une idée pourquoi on a une hyperleucocytose en cas d'une anémie hémolytique. Toujours dans le cadre d'accélération de l'érythropoïèse ou de l'érythropoïèse excessive. Mais quelle est la cellule qui donne une hyperleucocytose? Ah, voilà. PNL, c'est juste, on peut dire c'est juste, mais c'est pas ça que je cherche parce que les PNS, c'est en fonction de l'étiologie. Si on parle d'une infection parasitaire, là, j'aurai beaucoup plus les éosinophiles qui sont augmentés. Et donc, j'aurai une augmentation aussi en parallèle des globules blancs. Si on parle des infections bactériennes, j'aurai les PNN qui seront augmentés. Si on parle, par exemple, de une infection virale, là, j'aurai pas les PNA qui sont augmentés, mais j'aurai les lymphocytes qui seront diminués, donc une lymphopénie. Mais c'est en fonction de l'étiologie que le taux de globules blancs est variable. Soit j'aurai une hyperleucocytose faite de polynucléaires neutrophiles, faite éosino, soit j'aurai une leucopénie suite à une diminution de lymphocytes en cas des infections virales, soit j'aurai aussi une leucopénie, mais c'est dû à une autre pathologie qu'on va le traiter après, c'est l'HPN, donc l'hémoglobinurie paroxystique nocturne. Mais là, je voulais autre chose, ça concerne la ligne rouge et cette cellule qui sera comptée comme globule blanc. Parce qu'il faut savoir que le coulter, c'est une automate. Elle est programmée elle est programmée voilà, elle a des critères et en fonction de ces critères, elle va classer les cellules. Donc, tout ce qui est anucléé et par rapport au volume aussi, ce sont soit les hématocytes, soit les plaquettes. Donc, anucléé à petite taille, c'est les plaquettes. Anucléé et de taille de 7 micromètres, donc c'est les globules rouges. Et tout ce qui est nucléé, ce sont des globules blancs. Et il y a un type de cellules, voilà, de la lignée érythrocytaire, qui possède encore du noyau et en cas d'hémolyse, on aura passage de ces hématies au niveau de la circulation, de ces cellules, pardon, au niveau de la circulation sanguine. Quel type? Des cellules qui font partie de la lignée érythrocytaire et qu'on peut le retrouver au niveau de la circulation sanguine en cas d'hémolyse et une accélération, voilà, une érythropoïèse excessive et qui peuvent
entraîner une augmentation du taux de globules blancs par erreur du culteur. Voilà, l'automate, elle va dire, ah, j'ai une cellule qui possède du noyau, donc ça, je vais le classer en globule blanc. Alors, il ne fait pas partie du globule blanc, il fait partie de la lignée érythrocyte. Voilà, donc très bien. Donc ce sont les érythroblastes qui seront libérés aussi dans la circulation sanguine et qui seront aussi comptés comme globules blancs. Et là, je dois faire frottis de sang périphérique pour corriger le taux de globules blancs et avoir exactement donc les pourcentages des différentes cellules de la lignée blanche pour faire l'équilibre leucocytaire. Pour les plaquettes, donc les plaquettes, généralement, le taux de plaquettes est normal, va augmenter parce qu'il y a une régénération et la libération. Parfois, cette régénération, elle va entraîner aussi la libération des plaquettes. Mais parfois, on a une thrombopénie, donc une diminution du taux de plaquettes qui est observée en cas de la consommation d'une pathologie qui est responsable aussi de l'hémolyse, c'est la CIVD, donc la consommation intravasculaire disséminée. Ou aussi à une autre pathologie, c'est l'hémoglobinurie paroxystique nocturne et qui est caractérisée aussi par une leucopénie et une thrombopénie. Et d'autres pathologies, ce qu'on appelle les microangiopathies thrombotiques, qui donnent aussi de la destruction, c'est une destruction mécanique des hématies et qui est associée aussi à une thrombopénie. Myélémie, elle est possible. Donc, myélémie, tout ce qui est les cellules jeunes de la lignée granuleuse, donc les cellules jeunes de PN, des polynucléaires, neutrophiles, iosines et basophiles, qui vont aussi être libérées dans la circulation et c'est dû toujours à une accélération de la production médulaire des hématies et autres lignées cellulaires. Maintenant, j'ai une anémie normocytaire normochrome et devant toute anémie normocytaire normochrome et anémie macrocytaire, deuxième examen à demander, c'est le taux de réticulocytes. C'est obligatoire pour savoir si l'anémie, elle est d'origine périphérique ou centrale, c'est-à-dire la moelle, elle n'arrive pas à produire, à fabriquer les hématies. Dans le cadre de l'anémie hémolytique, on a toujours une régénération, on a toujours une libération du taux de réticulocytes à un taux qui est supérieur à 120 giga par litre. Et en parallèle, je dois toujours, parce qu'on parle d'une anémie, d'une hémolyse, donc toujours il faut faire frottis de sang périphérique pour savoir s'il existe des anomalies morphologiques qui peuvent nous orienter vers une drépanocytose, s'il y a des hématies fossiles, des cellules cibles avec, voilà, avec des antécédents personnels familiales, on va penser à hémoglobinose C ou à bêta-thalassémie, etc. Dans le cadre d'une anémie hémolytique acquise, j'aurai une anésocytose, donc il y a des anomalies de forme, de la taille. Poikilocytose, c'est par rapport à la forme, tout ce qui est anomalie morphologique des hématies. Anisochromie, donc il y aura des couleurs différentes, il y aura même présence des polychromatophiles. Érythroblastes circulantes plus myélémie. Les schizocytes, ce sont des fragments des hématies. Ce type d'anomalie morphologique des hématies est rencontré dans le cadre d'anémie hémolytique mécanique. S'il y a toujours un traumatisme, c'est-à-dire l'hématie, elle circule, mais à un certain temps, elle va être en contact avec un obstacle et là, j'aurai une fragmentation et modification de la morphologie. Donc, c'est un traumatisme qui entraîne donc une modification de la morphologie érythrocytaire. On aura une formation des hématies sous forme de triangle ou en casque. Et cette anomalie, elle est spécifique de tout ce qui est hémolyse d'origine mécanique. Sphérocytose, donc c'est une agression thermique ou chimique, généralement sont rencontrées dans le cas d'anémie hémolytique d'origine immunologique. Elles peuvent être aussi présentes en cas d'hémolyse mécanique, mais toujours en association avec des schizocytes. Acanthocytose, ce sont des anomalies aussi morphologiques qui sont retrouvées en cas des hépatopathies et les échinocytes en cas de néphropathie urémique et on a aussi présence des érythroblastes. Voilà, c'est une érythroblastose qui est toujours signe de régénération.
dans le cas d'une anémie hémolytique, bien sûr. Ensuite, là, on a terminé avec les bilans qui peuvent voilà, confirmer l'anémie. Maintenant, on passera à l'hémolyse. Pour parler de l'hémolyse, il faut faire un bilan biochimique. On doit doser la bilirubine, LDH, l'aptoglobine, l'hémoglobinurée, donc voir les urines du patient, l'hémosidiurynurée et la ferritine. Donc ça, c'est pour savoir est-ce qu'il s'agit de l'hémolyse, pour beaucoup plus définir le siège de l'hémolyse, est-ce qu'il s'agit de l'hémolyse intratissulaire ou de l'hémolyse intravasculaire. Voilà, donc cette planche donc, présente la différence en fonction de l'expression clinique et biologique de l'hémolyse intravasculaire et de l'hémolyse intratissulaire où on a toujours splénomégalie, tout ce qui est intravasculaire, parfois il n'y a pas de lictère, mais c'est constant dans l'hémolyse intratissulaire. Les urines, en cas de l'hémolyse intravasculaire, c'est de couleur rouge voire noire. Par contre, là, c'est la couleur orangée, c'est la couleur de la bilirubine. L'aptoglobine, on a un chute très important de l'aptoglobine en cas de l'hémolyse intravasculaire. Par contre, il y a une diminution en cas d'hémolyse intratissulaire. Bilirubine libre normale ou augmentée. Par contre, elle est très augmentée en cas de l'hémolyse intratissulaire. Autre signe biologique, en cas de l'hémolyse intravasculaire, on aura donc l'hémoglobinémie et l'hémoglobinurée. Par contre, au niveau intratissulaire, on aura le stercobilinogène et l'urobilinogène. Les risques en cas de l'hémolyse intravasculaire, c'est l'insuffisance rénale aiguë et la consommation intravasculaire disséminée, la CIVD. Et en cas de l'hémolyse intratissulaire, c'est en fonction de l'étiologie qu'on a d'autres signes cliniques. Ensuite, c'est-à-dire, on a parlé à l'introduction que l'anémie hémolytique acquise, elle peut être soit d'origine immunologique, soit non immunologique. Et donc là, il existe un examen qui peut directement nous orienter. Est-ce qu'il s'agit d'une anémie immunologique? Et là, je vais écarter tout ce qui est constitutionnel, tout ce qui est acquise, et je vais me concentrer à une classe d'anémie hémolytique acquise qui est l'anémie hémolytique immunologique. Par un simple test, ça coûtera vraiment, ce n'est pas un test qui est cher, il ne nécessite qu'un seul réactif, c'est le test direct à l'antiglobuline, ou le test de Coombs direct. Donc le test direct à l'antiglobuline ou le test de Coombs direct, son principe, il est très simple. Donc, ce test consiste à mettre en évidence les hématies sensibilisées in vivo par des anticorps, que ce soit allo-anticorps ou auto-anticorps. Donc, in vivo, c'est-à-dire dans le corps humain, dans la circulation du patient, s'il y a des anticorps, ils vont se fixer sur l'antigène correspondant. Et on va faire un prélèvement. Ce prélèvement qui va être d'abord centrifugé, on va prendre que les hémacées parce que les anticorps vont se fixer sur les hémacées. Donc, on va prendre les hémacées du sujet, on va laver pour éliminer les anticorps qui sont libres au niveau du plasma, pour éliminer le plasma et par conséquent les anticorps. Après lavage, on va ajouter un anti-anticorps, c'est-à-dire antiglobuline, de le nom test direct à l'antiglobuline, c'est une antiglobuline humaine anti-anticorps. Donc, c'est un mélange d'anti-IgG et un anti-complément. Si la réaction elle est positive, dans ce cas-là, il s'agit d'une cause immunologique. Si la réaction elle est négative, dans ce cas-là, je vais écarter tout ce qui est immunologique et je vais me concentrer sur tout ce qui est constitutionnel ou acquise non immunologique. D'accord? Donc, même dans le cadre de l'hémoglobinopathie, dans le cadre d'enzymopathie, membranopathie, après la formule, taux de rétif, rôti et bilan d'hémolyse, on lance le test direct à l'antiglobuline ou le test de Coombs direct pour éliminer une cause immunologique. Et par la suite, je vais lancer les autres examens à la recherche de l'étiologie responsable de la destruction des hémacées. C'est clair? Je continue. Je pense que oui. Très bien.
Maintenant, les autres examens à réaliser, ce sont des examens pour écarter tout ce qui est anomalie enzymatique, membranaire, etc. Donc, on va faire le dosage des enzymes érythrocytaires pour exclure, donc écarter anomalie enzymatique, électrophorèse de l'hémoglobine pour écarter l'hémoglobinopathie. Et on va lancer aussi l'hémoculture pour voir si c'est dû à une infection bactérienne responsable de la destruction périphérique des hématies. Et le marquage isotopique au chrome 51, c'est un examen qu'on a déjà vu. Donc, c'est un examen qui permettra de voir la durée, voilà, de calculer la durée de vie des hématies pour voir vraiment s'il y a une diminution de la durée de vie des hématies, aussi pour voir le siège d'hémolyse, est-ce qu'il est intravasculaire ou intratissulaire. Maintenant, les examens, voilà, maintenant, c'est bon, on a fait les premiers examens qui sont spécifiques pour dire est-ce qu'on a une anémie hémolytique ou pas. Après, on a fait un test pour savoir est-ce qu'il s'agit d'une anémie d'origine immunologique ou pas. Ensuite, on a fait d'autres examens pour écarter tout ce qui est constitutionnel. Il reste maintenant tout ce qui est acquis. Mais avant de parler des examens à lancer, il faut savoir quelles sont ces étiologies qui entraînent la destruction périphérique et une agression des hématies au niveau périphérique et par conséquence l'hémolyse pathologique chez le patient. Donc, on a parlé dans l'introduction que ce groupe est classé en deux parties. On a l'anémie hémolytique non immunologique qui sera traitée aujourd'hui et l'anémie hémolytique immunologique qui sera traitée dans les cours à venir. Voilà. Pour les anémies non immunologiques, on a l'hémolyse mécanique, hémolyse infectieuse ou parasitaire, hémoglobinurie paroxystique nocturne, ce qu'on appelle maladie de Marchia-Fava-Michelet, l'hémolyse liée à des troubles métaboliques et l'hémolyse due aux agents chimiques et physiques. Donc, ce tableau ou ces pathologies, ce sont des pathologies qui ne sont pas dues à une anomalie intrinsèque de l'hémoglobine, des globules rouges, mais c'est une agression externe. Sauf cette pathologie, l'hémoglobinurie paroxystique nocturne, c'est une pathologie corpusculaire, c'est-à-dire il y a une anomalie corpusculaire, mais ce n'est pas cette anomalie corpusculaire seule qui peut donner une anémie hémolytique. C'est une pathologie, c'est-à-dire c'est une anomalie corpusculaire, mais qui contribue et qui favorise l'action du complément qui va agresser, c'est-à-dire le complément, c'est l'agresseur responsable de la destruction des hématies, mais qui a été favorisé par une pathologie corpusculaire, ce qu'on appelle l'hémoglobinurie paroxystique nocturne. Donc, l'hémoglobinurie paroxystique nocturne, c'est la seule pathologie corpusculaire, mais acquise, qui entraîne la destruction des hématies. Parce que c'est une pathologie qui touche les sujets âgés, elle ne touche pas à jeune âge, ce n'est pas un truc qui est héréditaire, ce n'est pas une pathologie qui se trouve au sein de la famille, ce n'est pas une pathologie d'expression précoce, mais c'est une pathologie acquise et qui favorise donc et qui ne va pas inhiber l'action du complément et donc la destruction des hématies. Traitons donc la première cause ou la première étiologie de l'hémolyse acquise, c'est l'hémolyse mécanique. C'est quoi de l'hémolyse mécanique? Donc, c'est fragmentation ou l'éclatement ou traumatisme des hématies qui se fait suite à un obstacle. C'est-à-dire l'hématie, elle est là et elle va être en contact avec un obstacle et qui va perdre un fragment ou des fragments et on aura une modification morphologique de cette dernière, ce qu'on appelle les schizocytes. Donc, c'est en fonction de type des vaisseaux qu'on a deux types d'hémolyse mécanique. On a les macroangiopathies
et les microangiopathies. Les macroangiopathies, ça veut dire l'hémolyse, il se fait au niveau des gros vaisseaux. Donc, on aura un éclatement des hématies dans le torrent circulatoire. Généralement, en cas de maladie cardiaque, on a voilà, des prothèses ou des valves qui sont altérées ou non ou pas bien placées. On a le passage des hématies et qui va être, voilà, qui aura un contact entre l'hématie et l'obstacle ou le valve cardiaque et la destruction de cette dernière. Les microangiopathies, c'est au niveau des vaisseaux de petit calibre. On aura une fragmentation qui se fait au contact de travées de fibrine intravasculaire. Ces deux pathologies sont caractérisées sur le plan biologique par la réalisation de la numération du frottis de sang périphérique, la présence de schizocytes et microsphérocytes. C'est-à-dire le jour d'examen, si vous avez un cas clinique où vous avez le triade hémolytique, plus sur frottis, présence de schizocytes, vous allez directement penser à l'hémolyse mécanique, soit des macroangiopathies, soit des microangiopathies. En fonction des autres examens, vous allez savoir quel type ou quel groupe il s'agit. Les macroangiopathies, ce sont soit les prothèses donc valvulaires ou vasculaires, les pathologies valvulaires vasculaires non opérées responsables de cette destruction, circulation extracorporelle qui est aussi responsable de la destruction des hématies, choc palmoplantaire répété, donc c'est l'anémie hémolytique suite à la marche, donc due à la marche, c'est très rare, mais ça existe, donc c'est les rares cas d'impact répétitif significatif qui peuvent donc entraîner donc tel que voilà l'hémolyse à des coups de pied, par exemple les gens qui font le marathon ou karaté, etc. Il y aura donc des anémies hémolytiques qui ne sont pas graves et qui sont aussi rares, mais ça existe. Les microangiopathies. Pour les microangiopathies, donc on a plusieurs types de microangiopathies. On a les purpura thrombotiques, thrombocytopéniques. On a le syndrome hémolytique urémique. On a d'autres suite à des infections, des cancers, des médicaments chez la femme enceinte en cas de HELP syndrome, en cas de CIVD, angiome disséminé et l'hypertension maligne. Ce groupe est caractérisé par non seulement une anémie hémolytique, mais aussi une thrombopénie, surtout dans le cadre du grossesse, donc HELP syndrome, donc on aura une thrombopénie, CVD, une thrombopénie, aussi PTT et SHU, donc SHU, syndrome hémolytique urémique chez l'enfant, est caractérisé aussi par une thrombopénie. Donc, ces 4 pathologies, en plus de l'anémie hémolytique, sont associées à une thrombopénie. Pour la purpura thrombopénique, thrombocytopénique, au syndrome de Moscovitch, vous allez aussi le voir dans la pathologie de l'hémostase. Ce sont donc, ces sujets sont caractérisés non seulement par la présence de schizocytes en frottis de sang périphérique, avec CUMS ou le test direct à l'antiglobuline négatif, on a aussi une diminution du taux de plaquettes, donc une thrombopénie, plus fièvre, insuffisance rénale et troubles neurologiques centraux. Donc, c'est une pathologie multifactorielle qui est caractérisée aussi par une anomalie qui touche une molécule appelée ADAMS13 que vous allez voir aussi en hémostase dans la partie du deuxième EMD, tout ce qui est hémostase. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il faut savoir que cette pathologie, elle est caractérisée par ces signes cliniques et ces anomalies biologiques, schizocytes et thrombopénie. Très important. Donc, le SHU, chez l'enfant, c'est une pathologie qui se manifeste après une infection, donc tout ce qui est post-infectieux. La régression, elle se fait spontanément après donc, la guérison. Elle touche beaucoup plus le nourrisson et donc
c'est suite à une infection par Escherichia coli, Shigella. L'anémie, dans ce cas-là, elle est inférieure à 8 grammes par décilitre. On a en parallèle une atteinte rénale sévère, HTA, une thrombopénie, plus toujours une schizocyte, parce qu'on est dans le cadre d'une anémie mécanique. D'accord? Passons au deuxième étiologie, donc c'est tout ce qui est infectieuse et parasitaire. Donc les septicémies à Clostridium perfringens, paludisme, babésiose et trypanosomiase africaine sont responsables, et d'autres pathologies et d'autres infections sont responsables aussi à l'hémolyse et la destruction des hématocytes. Je ne vais pas trop détailler parce que vous allez les voir dans la partie, vous allez les voir avec les enseignants modules parasitaux et bactériaux. Donc, on ne va pas les répéter. On va laisser tout ce qui est infectieux et parasitaire aux spécialistes. Mais il faut savoir que parmi d'autres, voilà, c'est les principaux voilà, infections qui sont responsables à l'apparition et la destruction des anémies, l'apparition d'une anémie hémolytique. Maintenant, on va traiter l'hémoglobinurie paroxystique nocturne aux maladies de Marchia-Fava-Michelet. Donc, au départ, je vous dis que c'est la seule pathologie qui est constitutionnelle, corpusculaire, c'est pas constitutionnel, pardon, corpusculaire, mais acquise. Donc, c'est une pathologie qui est rare. Il s'agit d'une anémie hémolytique acquise d'origine corpusculaire, souvent associée à une neutropénie ou à une thrombopénie. Donc, généralement, on a une pancytopénie, c'est-à-dire les 3 lignées sont touchées. Elle apparaît chez les sujets avec un âge, voilà, sujet adulte. Donc, l'âge varie entre 20 et 50 ans. C'est une maladie clonale, donc elle touche la cellule souche hématopoïétique. Et ces cellules souches hématopoïétiques sont caractérisées par une mutation qui touche donc le système d'ancrage phospholipidique. Donc, on a une molécule appelée donc la GPI. La GPI, c'est l'abréviation de, je pense, c'est glycane phosphatidylinositol. Donc, c'est une molécule qui permet la fixation d'autres molécules. Si cette molécule n'est pas présente, même si on a un gène qui code pour les deuxièmes molécules qui sont fixées par le système d'ancrage, ils ne vont pas être présents sur les hématies et ces molécules jouent un rôle très important dans l'inhibition et la limitation de l'action du complément lorsque le pH devient acide. Donc, ce système d'ancrage va fixer ces 3 molécules, le DAF, le C8BP et le CD59. Ces 3 molécules ce sont des molécules qui permettront l'inhibition de l'action du complément en cas de pH acide et donc éviter la destruction des hématies. La destruction, le pH acide dans le corps, dans la circulation, la diminution, pardon, la baisse du pH, elle se fait dans la nuit. Et donc, on aura l'activation du complément. C'est un sujet normal. L'action du complément, elle est inhibée par ces 3 molécules. Et si il s'agit d'un patient atteint de HPN, il y a l'absence du système d'ancrage, par conséquent, passe des inhibiteurs et donc j'aurai l'action du complément et la destruction des hémacées dans la nuit. Et donc, au matin, le sujet, une fois qu'il va aller au sanitaire pour uriner, donc il y aura la présence de l'hémoglobine libre dans les urines, donc couleur rouge, voire noire. Donc l'hémoglobinurie est le signe révélateur. Elle est intermittente, paroxystique, qui apparaît le plus souvent le matin, accompagnée d'une anémie. Parce que le pH, il se modifie le soir. Donc le matin est rouge. Après, il y a disparition de la couleur rouge. Et donc là, on va penser à l'HPN. Et on va faire des tests pour confirmer la présence
et l'absence de ces trois molécules, la présence de cette mutation responsable de l'absence des molécules d'inhibition du complément. Le premier test à réaliser, c'est le test d'hémolyse en sérum acidifié, ce qu'on appelle le test MDACI, qui revient positif. Donc, on va utiliser, c'est-à-dire un pH acide en présence des globules rouges. Et là, on va voir une destruction plus rapide. C'est-à-dire 10% des hémacées vont être détruites. Et là, c'est supérieur à 10%, on va penser à un HPN. Donc, c'est un test qui est spécifique, mais il est peu sensible. Deuxième test réalisé ou le test qui posera vraiment réellement le diagnostic, c'est la cytométrie en flux. Là, on va utiliser des fluorochromes, c'est-à-dire des CD, des CD, voilà, des anticorps dirigés contre ces molécules. S'il y a la fluorescence, ça veut dire qu'il existe ces molécules, donc c'est un sujet qui est normal. S'il n'y a pas de fluorochrome, donc il n'y a pas des CD qui correspondent aux antécédés, c'est-à-dire qu'on va ajouter des molécules qui vont se lier aux inhibiteurs du complément. S'il y a fluorescence, donc il y a ces molécules. S'il n'y a pas de fluorescence, pas de molécules. Et là, on va confirmer la présence des clones HPN responsables de la destruction précoce des hémacées. Le traitement, il se fait par la corticothérapie, la transfusion et l'allogreffe parce qu'il s'agit d'une atteinte clonale de la cellule souche hématopoïétique. Donc, il faut la changer par une qui est fonctionnelle, qui ne présente pas une anomalie. Ce schéma donc, résume ce que je viens de dire. Donc là, c'est le GPI qui est responsable de la fixation des molécules inhibitrices de l'action du complément lorsque le pH est acide. En cas de clone HPN, il n'y a pas GPI, donc il n'y a pas, c'est directement, on a que la molécule de base. S'il n'y a pas GPI, il n'y a pas les molécules inhibitrices du complément. Et donc là, on aura la destruction des hémacées. Voilà le rôle des CD55. CD55, c'est le DAF et le CD59 dans l'inhibition du complément. Et si on a la formation du complexe d'attaque membranaire, on aura donc la destruction des hémacées. Troisième, l'avant-dernière partie, qui fait partie toujours de l'hémolyse responsable d'hémolyse acquise, ou la destruction exagérée des hémacées. On a l'hémolyse liée à des troubles métaboliques. En cas d'hypercuprémie, on a le cuivre à un pourcentage très élevé, c'est la maladie du 800. En parallèle, on aura aussi une anémie hémolytique. L'hypophosphatémie, donc une nutrition parentérale exclusive, peuvent entraîner aussi une anémie hémolytique. Les hépatopathies par une modification aussi de la morphologie érythrocytaire et la destruction précoce des hémacées. L'insuffisance rénale chronique, c'est dû toujours à des modifications morphologiques des hémacées et une destruction de ces derniers. L'hémolyse due aux agents chimiques et physiques, donc le plomb ou le saturnisme, déjà vu dans quel cours? Le plomb, il est responsable de quel type d'anémie, en plus de l'hémolyse? Pour voir si vous avez révisé vos cours et si vous êtes là avec moi. Pas de réponse? Le saturnisme, en plus de l'hémolyse. Il est responsable de quel type d'anémie? Voilà. Donc, parler, c'est juste. Isnassi aussi. Donc, il est responsable d'une anémie microcytaire. Très bien. Donc, c'est les anémies sidéroblastiques parce qu'il va inhiber l'action de deux enzymes qui jouent un rôle important dans la synthèse de l'hème. Et donc, il y aura une précipitation de l'hémoglobine. On aura la formation de quel type d'anomalie morphologique?
c'est spécifique du saturnisme aussi. C'est-à-dire, si on va faire frottis, anémie microcytaire hypochrome, et sur frottis, vous avez telle anomalie morphologique, donc vous allez directement penser au saturnisme. C'est les ponctuations basophiles. Donc, les ponctuations basophiles, ce sont donc la précipitation de l'hème qui n'est pas bien, c'est-à-dire fabriquée due à l'attaque, voilà, les anomalies, suite à l'action du plomb sur les M synthétases, voilà, sur les enzymes qui interviennent dans la synthèse de l'hémoglobine. Médicamenteuse, on a tout ce qui est des agents oxydants qui peuvent aussi entraîner la destruction des hématies, c'est la capacité du glutathion réductase est dépassée. Les venins du serpent aussi responsables de l'hémolyse et la destruction des hématies, les champignons vénéneux bien sûr, les chocs thermiques, surcharge aqueuse intravasculaire, hémolyse osmotique pour les survivants de noyades. Donc toujours, c'est des chocs qui sont responsables de la destruction des hématies. L'hypersplénisme ou l'augmentation de la taille de la rate. Cette augmentation est responsable à l'exposition des hématies au pH local qui est plus acide que la normale et donc ce pH favorise l'hémolyse et la destruction des hématies les plus fragiles. On va terminer ce cours par un cas clinique et là pour voir est-ce que vous avez au moins retenu 10% du cours. Donc enfant âgé de 4 ans qui est hospitalisé aux urgences médicales pédiatriques pour douleurs abdominales, diarrhée sanglante, jaunisse, fièvre à 39 degrés Celsius, anurie et convulsions. La tension artérielle mesurée, elle est de 120 à 84 mm du mercure. Le bilan biologique montre les résultats suivants. Taux d'hémoglobine à 52 grammes par litre, globules rouges 2,3 Tera par litre, plaquettes 45 giga par litre, frottis de sang périphérique montre la présence de schizocytes, réticulocytes à 173 giga par litre. Le test direct à l'antiglobuline ou le test de Coombs direct TDA ou TCD, test de Coombs direct, négatif. Aptoglobuline, donc c'est à 0,2 g par litre. Bilirubine direct à 6,7 micromoles par litre. LDH à 8020 unités par litre. Urée, c'est 20,4 millimoles par litre. Créa à 926 micromoles par litre. Et la culture montre la présence bactérienne, montre la présence d'Escherichia coli. Donc, quel est votre diagnostic à votre avis? Il s'agit de quoi? En interprétant toujours les signes, voilà, les données clinico-biologiques de ce cas. Anémie hémolytique acquise par infection bactérienne. C'est pas mal, mais c'est pas la bonne réponse. C'est pas la bonne réponse. Anémie hémolytique non immunologique d'origine bactérienne. Non plus. Par hémolyse mécanique. Voilà, c'est par hémolyse mécanique. Mais quelle est la pathologie qui donne ce tableau clinique? Ce qu'on a traité dans le cadre de l'hémolyse mécanique, deux groupes. Macro-angiopathie et micro-angiopathie. Pourquoi pas bactérienne? Parce qu'il faut voir toujours, là, je vous le dis et j'ai insisté, si vous trouvez des schizocytes en frottis de sang périphérique plus un tableau d'hémolyse, toujours il faut aller
aux animés voilà, par hémolyse mécanique. Très bien. Donc, dû à la présence de schizocytes. C'est pas macro, il n'y a pas de problème cardiaque, il n'y a pas de problème de valve. C'est pas un truc, c'est pas une personne opérée. Il n'y a pas des notions de circulation extracorporelle. Il faut voir les données cliniques. Il y a fièvre. Anurie, ça signifie quoi? Des convulsions, ça signifie quoi? Il y a HTA. Il y a un bilan rénal qui est positif. Ça veut dire j'ai insuffisance rénale. C'est bon. Insuffisance rénale. Convulsions. HTA. Fièvre. Schizocytes. Et enfant en plus. Donc, je suis dans le cadre mécanique. Thrombopénie, donc microangiopathie. Très bien. Thrombopénie, microangiopathie. Mais quel type de microangiopathie? Microangiopathie, on a parlé de PTT, purpura thrombopénique, thrombopathique thrombocytopénique. Et on a parlé du syndrome hémolytique urémique. On a parlé du HELP syndrome chez la femme enceinte. On a parlé de la CIVD. On a parlé de plusieurs qui donnent une thrombopénie. Donc, quelle est la pathologie qui touche l'enfant? Très bien. Donc, c'est le SHU, donc c'est le syndrome hémolytique urémique chez l'enfant où on a, très bien, déjà, suite à l'infection par Escherichia coli. Ah, très bien, voilà. Je vais mettre j'aime pour les gens qui ont bien répondu. Voilà. Ah, c'est flatteur. Donc, au moins, vous avez trouvé le diagnostic. OK. C'est bon, j'ai terminé à mettre mes... Voilà. Ah, très bien, je suis heureuse. Vous arrivez à répondre. Mais pour traiter les cas cliniques, voilà, j'ai donné généralement comment, parce que vous n'avez pas fait des TD, mais après en TD, normalement, vous devrez calculer le VGM pour savoir le type d'anémie, est-ce qu'il est normocytaire, normochrome. Vous devrez le taux de interpréter le taux de réticulocyte, interpréter le tableau d'hémolyse. Vous allez dire, voilà, 52, c'est 5,2 grammes par décilitre, donc il s'agit d'une anémie. Il faut calculer par rapport au taux d'hémoglobine. Voilà, je n'ai pas donné de l'hématocrite. Normalement, je donnerai de l'hématocrite. Donc, l'hémoglobine, globule rouge, l'hématocrite, vous allez calculer le VGM, le CCMH, TCMH pour savoir est-ce qu'il s'agit d'une anémie normocytaire macro ou micro. On a présence de schizocytes, donc c'est mécanique, très bien. Réticulocyte supérieur à 120 giga par litre, donc il y a une régénération, donc c'est une anémie qui est régénérative. Après, on va voir le bilan d'hémolyse. On a chute d'aptoglobine, l'augmentation de bilirubine, l'augmentation de LDH, donc bilan d'hémolyse positive. Donc, il s'agit d'une anémie hémolytique. Très bien, c'est confirmé. Après, on a bilan rénal qui montre une insuffisance rénale, plus l'anurie qui est en faveur d'insuffisance rénale, les convulsions, tout ce qui est syndrome neurologique. On a la tension artérielle augmentée, fièvre, plus Escherichia coli, donc, et un enfant qui est hospitalisé, c'est pas, si c'était adulte, donc ça sera PTT, le fait qu'il s'agit d'un enfant, donc c'est SHU, d'accord? C'est le CHU, d'accord? CHU, c'est plus rapide et c'est plus simple, donc c'est CHU, d'accord? Ok, très bien. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions? C'était clair. Ah, très bien. Merci, merci, merci. Donc, j'espère que après avoir donc, je ne sais pas quand est-ce que vous aurez les TD.
vous allez entamer le programme TD, mais on va traiter beaucoup plus des cas cliniques et là, ça vous aidera quels sont les points positifs, quels sont les points à retenir, comment on doit traiter cas cliniques, comment on trouvera rapidement la réponse parce qu'il faut savoir le jour d'examen, vous êtes limité par le temps et la première des choses, c'est voir les mots-clés et quels sont les examens qui peuvent m'orienter rapidement vers le diagnostic et après, je vais interpréter à tête reposée chaque élément pour avoir des points en plus, bien sûr, parce que ce n'est pas en trouvant le bon diagnostic qu'on va avoir la note complète. Même si on rate le diagnostic, je vais avoir 0,5 en moins, mais l'essentiel, c'est de voir votre démarche d'interprétation d'un cas clinique, comment je peux interpréter euh, les données, donc les données cliniques en fonction du sexe, en fonction de l'âge, en fonction des signes cliniques, après tout ce qui est biologique, chaque élément, je vais l'interpréter à part et après, en fonction des résultats, je vais écarter tout ce qui est, par exemple, là, je vais écarter TDA négatif, donc ce n'est pas une anémie immunologique, donc j'ai des points en plus. Voilà, j'ai un bilan d'hémolyse qui est positif, donc c'est une anémie hémolytique, donc j'ai des points. Donc il ne faut pas avoir peur d'interpréter en détail votre cas clinique parce que vous aurez des points. Généralement, le diagnostic, vous aurez que 0,5. Même si vous ratez le diagnostic, vous allez avoir 0,5 en moins. Par contre, si vous n'allez pas bien interpréter, vous aurez des points, plusieurs points. Donc, il faut gagner des points en interprétant chaque donnée à part. Et là, ça vous aidera aussi à trouver le diagnostic. Donc, merci. Donc, on se voit pour la prochaine séance. Donc, c'est la polyglobulie vraie. Et si vous avez des questions aussi pour les cours précédentes, n'hésitez pas à me le poser. Je serai à votre disposition. Au revoir et merci. À la prochaine.